Good afternoon, everyone. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, chers collègues. Bienvenue au nom du secrétariat et les organisateurs de cette session, à savoir, entre autres, l'UNICEF, FHS 60, le groupe régional du sommet. Je vous souhaite la bienvenue à cette discussion, ainsi que le CCP. Je vous souhaite la bienvenue à cette discussion sur les changements sociaux et comportementaux dans le leadership. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Nous sommes réunis pour discuter d'un point très intéressant et important, beaucoup des sujets de santé publique actuels, notamment la pandémie de Covid ou les discriminations basées sur le genre, ont bien amplifié l'importance du secteur public dans le changement social et comportemental et de son leadership pour influencer les comportements privés, publics, ainsi que les pratiques sociales, en permettant un changement favorable, un environnement favorable au changement. Les autorités publiques des différentes nations ont choisi différentes stratégies, les incitations, les interdictions, les mandats, les campagnes d'information, afin de promouvoir un grand nombre d'interactions et de changements dans les interactions humaines. La discussion d'aujourd'hui fera toute la lumière sur le rôle du leadership public comme catalyseur de changement social et comportemental dans nos sociétés. Nous essayerons également de vous proposer des exemples d'approches publiques, de points de vue et des défis rencontrés dans l'intégration des approches CSC, des opportunités et des idées pour aider les praticiens du CSC pour l'inclusion et l'application des CSC dans le secteur public, sa planification, ses politiques publiques et ses actions. Tous ces sujets feront l'objet de notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, notre groupe de panélistes et de modérateurs éminents est constitué de Dr Dacosta Abodje du gouvernement du Ghana, qui est le directeur des services de santé et de la division promotion de la santé. Il travaille à la communication et l'engagement des communautés. Il a travaillé aux efforts de communication du risque et de réponse à la COVID-19 et il a créé la task force de lutte contre la mésinformation et de communication. Il a également été élu président du Conseil consultatif d'Afrique de l'Ouest sur la communication autour du risque. Ensuite, je l'espère, que Dr Reham Rizk sera également avec nous en ligne. Dr Rizk est membre du gouvernement égyptien. Elle est à la tête de l'unité planification sociale et développement au sein du ministère de la planification et du développement économique. Elle est également professeure associée en économie à l'Université de Londres et dans un programme de master également à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, j'espère de tout cœur qu'elle pourra se joindre à nous par Zoom dans les meilleurs délais. Ensuite, nous avons avec nous Dr Luz Arlet Romero Savreda du gouvernement du Mexique. La Dr Saavedra est directrice des stratégies et de développement pour des environnements sains au secrétariat de la santé au sein du gouvernement mexicain. Elle est médecin de formation avec des diplômes en épidémiologie et santé publique. Elle a travaillé au ministère de la Santé à différents postes. Elle a notamment promu des programmes pour les femmes, la médecine préventive, l'épidémiologie, le renforcement des systèmes de santé, ainsi que la formation parmi les nombreuses fonctions qu'elle a occupées au ministère. Et enfin, avec nous, le docteur Abdelwahab Belmadani du gouvernement du Maroc. Il est le directeur des ressources financières et de la planification au sein du ministère de la Santé. Il est en charge de l'exécution des investissements et de son suivi, la mise en œuvre et le suivi des partenariats publics-privés et la mise en œuvre de projets d'investissement dans la santé publique. Notre modérateur, enfin, aujourd'hui, c'est M. Nassim Hall de l'UNICEF, Madame Nassim Hall, qui est représentante adjointe de l'UNICEF au Maroc et directrice des programmes. Avant d'occuper ce poste, elle était représentative adjointe de l'UNICEF dans le Golfe et avait mené le programme de l'UNICEF d'engagement au Bahreïn, au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis sur les droits de l'enfant.
Et ces quelques dernières années, elle a occupé un poste à l'UNICEF au Lesotho, à New York et au Kenya. Elle a travaillé sur les questions de santé, de VIH, de protection de l'enfant, de développement et de participation des adolescents et adolescentes. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement notre modératrice et nos intervenants et intervenantes pour cette discussion d'aujourd'hui qui promet d'être passionnante. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'espère que vous m'entendez, que mon micro fonctionne. Bien, un grand merci à tous et à toutes d'être avec nous pour cette session si importante, post-prandiale. Merci également à nos panélistes d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange et merci à tous et toutes d'être là et d'avoir pris du temps sur votre après-midi pour vous joindre à nous. Alors, nous l'avons évoqué ces quelques derniers jours dans les diverses sessions. L'une des difficultés que l'on rencontre majeures en termes de changement social et comportemental et de la communication, c'est la conception à l'échelle et la durabilité pour avoir des changements pérennes. Le rôle du leadership dans le secteur public ainsi que des agences gouvernementales est à cet égard absolument central, non seulement pour obtenir des résultats, mais également pour veiller à ce que l'environnement propice soit disponible pour du changement. Jamais auparavant dans nos vies n'avons-nous vu la réalité aussi frappante que c'est le cas depuis la pandémie de Covid-19 et les différentes réponses qui ont été apportées à cette pandémie. Pendant la pandémie, les actions et les réactions des secteurs publics ont été essentielles pour lutter contre la maladie. On avait tous connaissance du port du masque, des vaccinations obligatoires, de la distanciation sociale, de la fermeture des espaces publics. Tout ça, on en avait parfaitement connaissance et on a bien vu les répercussions que ça a eu sur la progression de la maladie, mais également sur la perception des mesures de santé publique du point de vue de la société et de l'état d'urgence sanitaire. Et nous avons dû apprendre à gérer ces réglementations, ces mandats. Nous avons également développé un nouveau regard sur la science comportementale et les efforts qui sont sous-jacents à cette science comportementale, que ce soit pour lutter contre la maladie ou pour nous maintenir tous et toutes informés. On a vu une augmentation de l'utilisation, comme on l'a vu, des incitations comportementales et des règles d'hygiène afin d'informer, mais également de veiller à la conformité et à l'application des règles contre la propagation du Covid-19. Encore une fois, la communication en changement comportemental et social n'est pas nouveau, ce n'est pas nouvelle, c'est simplement on sait que ce sont des stratégies qui n'ont fonctionné de manière efficace que lorsque cela venait dans le cadre de la santé, des naissances, de l'immunisation des nouveau-nés, du VIH et certains secteurs. On sait également que l'on apprend encore, qu'on cherche encore des données pour savoir ce qui fonctionne dans les domaines tels que lutter contre la violence faite aux enfants et aux femmes, la fin des mariages des enfants et la lutte contre les difficultés majeures auxquelles nous sommes encore confrontés, telles que le changement climatique. Alors, nous sommes ravis d'avoir avec nous nos panélistes émérites qui sont, mais qui ont différentes formations, différents parcours. Et nous allons voir ensemble comment nous pouvons utiliser ces stratégies de lutte contre le Covid-19 pour l'avenir. Alors, docteur, je vais commencer par vous. De votre expérience au Ghana et de manière générale, pouvez-vous nous dire un peu ce qui a été le plus efficace en termes de communication de stratégie, de campagne, en termes de mobilisation de la société à l'échelle? Comment avez-vous réussi au Ghana à mettre en place des stratégies qui ont permis des résultats en termes de comportement et vraiment par le prisme de la question de savoir comment on peut mobiliser la société pour se conformer et appliquer un certain nombre des règles que nous avons élaborées. Merci beaucoup, Madame la modératrice, et bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de commencer, je souhaite profiter pour faire quelques points sur le système de santé publique du Ghana. Le Covid a prouvé que ce système était résilient, était robuste, et qu'une composante clé de ce système, c'était précisément le CSC et la communication au CSC. Alors, pour les enseignements qu'on en a tirés, eh bien, pendant de nombreuses années, les interventions en CCSC se faisaient après coup. On arrivait un peu après la bagarre. Et cette fois-ci, lorsque la pandémie a frappé, eh bien, tout d'un coup,
le CCSC était au cœur, la CCSC était au cœur des discussions au gouvernement. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? Il y a eu d'abord une task force présidentielle où des équipes de CCSC ont été représentées par des individus comme moi-même. Cela signifiait que j'ai eu la possibilité de présenter l'agenda CCSC, les outils et les interventions de ce dernier, et de les mettre au cœur des prises de décision des politiques publiques. Donc, si on regarde attentivement, le Ghana est salué dans le monde entier pour la plupart de ses interventions. Et je dois dire qu'on voit que notre président, par exemple, était le communicant en chef autour de la question du risque pour le pays. C'est lui qui faisait des points auprès de la population pendant le confinement pour adhérer au protocole sanitaire, et il a vraiment porté son peuple. Au Ghana, on a également créé un centre d'urgence et centre opérationnel d'urgence, qui était finalement un centre multisectoriel pour construire des partenariats. L'idée était qu'on avait des partenaires tels que l'UNICEF, USAID, FHI, etc., et d'autres parties prenantes qui étaient là et qui travaillaient avec le ministère de la Santé, les experts et le secteur privé pour ensemble trouver des solutions aux différents problèmes auxquels nous étions confrontés, pour trouver des solutions à cette pandémie. Et donc, au sein de cette EOC, comme on l'a appelé, le Centre opérationnel d'urgence, eh bien, nous avons créé une task force pour les décisions gouvernementales et les décisions et les actions gouvernementales. Alors, les protocoles de sécurité et les mesures restrictives ne sont pas venus sans un certain coût. Certains et certaines se sont inquiétés de la pérennité de ces mesures de sécurité, ces mesures sanitaires telles que le port du masque, la distanciation sociale. Mais, encore une fois, ça a également montré une perception assez négative des autorités, mais parfois, il y avait aussi des bonnes nouvelles. Par exemple, le lavage des mains. Non seulement est-ce que cela a aidé énormément le pays, mais ça a également contribué à réduire d'autres infections. Exemple, au Ghana, on a observé ces 3 dernières années aucune épidémie de choléra. Les cas de diarrhée ont été réduits à hauteur de 30%. Donc, pour l'avenir, je pense sincèrement que mon département et l'ensemble du système de santé ghanéen cherchent à institutionnaliser certaines de ces mesures préventives pour réduire de manière générale les taux d'infection dans le pays. Encore une fois, notre approche s'est appuyée sur l'idée de ne laisser personne derrière. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'évidemment, pendant les confinements, nous avions des filets de sécurité pour les populations. Les plus vulnérables de la société se sont vus remettre des repas pendant le confinement. L'électricité était gratuite. Pendant des mois, les gens n'ont pas eu à payer leur facture d'électricité. De l'eau était également distribuée gratuitement. Les gens, pendant des mois, n'ont pas eu à payer leur facture d'eau. Voilà les filets de sécurité que nous avons pu mettre en place grâce à la contribution de la CCSC dans les discussions au plus haut niveau du gouvernement. Les gens vivent avec la tuberculose, vivent avec le VIH, et on a déjà travaillé avec eux. On a déjà travaillé avec ça, et on est allé voir ces gens qui travaillaient autour de ces questions, et on a pris des décisions collectives auxquelles ils et elles ont contribué, en termes notamment de CCSC. Certaines décisions ont été prises par ces gens-là, précisément. Autre point positif qui est ressorti de nos interventions, c'est le fait qu'également, nous avions un centre d'appel pour répondre aux problèmes de violences sexistes et sexuelles. Nous avons donc travaillé avec le ministère de la Protection sociale pour créer ce centre d'appel avec l'aide de la police et d'autres organisations. Mais le centre d'appel nous a également permis de mettre en place un système selon lequel les gens téléphonaient pour obtenir des informations lorsqu'ils en avaient besoin. Au total, le gouvernement a mis en place une approche qui concernait toute la société, tout le gouvernement, tous les individus. La réaction de l'État était équilibrée en termes de besoins, que ce soit les besoins de la population et les besoins du gouvernement. Nous avons observé que lorsque les gens
respectaient les consignes, eh bien, les chiffres étaient immédiatement impactés par cela, et je pense que plusieurs pays l'ont observé. La plupart des secteurs ont également contribué à généraliser les efforts, à améliorer la coordination entre les secteurs. J'ai eu également la sensation, ou en tout cas on a observé, que le peuple ghanéen s'est senti responsable de sa propre protection, de la protection de sa famille, de ses familles, mais de la protection aussi de la nation au sens large. Et cet état d'esprit était vraiment au cœur de notre réaction face à la pandémie. Tout le monde se sentait responsable, tout le monde avait un rôle à jouer. Alors, vous avez entendu cette partie de ma présentation et maintenant, je viens d'être élu comme président de la CEDEAO, enfin président d'un réseau de la CEDEAO plutôt sur le changement social et comportemental. Et j'ai eu l'impression, en échangeant avec mes nouveaux collègues, que certains n'étaient quand même pas exactement sur la même longueur d'onde que vous. Certaines interventions semblaient arriver un peu trop tard. Et hier, dans ce même auditorium, nous avons entendu que pour 2022, la question comportementale n'allait peut-être pas être intégrée. Ça, c'est très, très inquiétant pour moi. Voilà pourquoi j'en appelle aux bailleurs, aux organisations de la société civile, aux partenaires de développement, afin de veiller à ce que les programmes incluent vraiment la CCSC dans leurs programmes, dans les différents postes des différents gouvernements. Et n'oublions pas encore une fois que la CCSC ne doit jamais arriver après la bataille. Voilà, je m'en tiendrai là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Dacosta. Merci d'avoir apporté une réponse sectorielle extrêmement vaste qui a vraiment aidé beaucoup, telles que le leadership, les mesures de protection sociale, la création d'une sorte de solidarité au sein de la population. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Belmadani, le Maroc. Merci d'être avec nous. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelques mots sur votre vision du rôle de l'État pour que les sociétés adoptent des mesures de santé publique et des comportements de santé publique. De votre point de vue, Monsieur Belmadani, est-ce que les mandats et les réglementations sont plus couronnés de succès ou c'est ce qui fonctionne le mieux, ou alors est-ce qu'il faudrait plutôt se pencher sur les campagnes de communication? De votre point de vue, qu'est-ce qui est plus pérenne? Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette question pertinente au regard de la thématique qui nous intéresse tous aujourd'hui, donc autour de ce panel. Alors, effectivement, donc la politique de santé aujourd'hui, elle évolue de plus en plus pour adopter des approches innovantes. Adopter des approches innovantes en termes de sensibilisation des populations. Le rôle de la politique sanitaire aujourd'hui évolue. Il n'est pas seulement cantonné dans une logique de traitement des maladies, des pathologies. Il est beaucoup, donc, il ouvre un champ plus large aujourd'hui à travers la contribution à aménager des conditions de vie saines et équilibrées pour l'ensemble des citoyens. Et c'est là où la question de prévention prend un rôle très important dans la politique de santé. On ne peut pas donc concevoir des politiques de prévention pertinentes sans toucher l'aspect comportemental. Parce qu'en fine, ces politiques de prévention s'appuient sur une communication efficace. Laquelle communication efficace ne peut l'être s'il n'est pas basé sur des sciences de comportement, donc sur une analyse, un diagnostic des sciences de comportement. Le Maroc a fait des performances importantes dans plusieurs programmes de santé. Je peux citer par exemple le programme de réduction de la mortalité maternelle et infantile, sur lequel le Maroc a réalisé des performances importantes en réduisant en 10 ans de 80% la mortalité maternelle et infantile pour s'inscrire dans les objectifs de développement durable. Et ce n'était pas seulement par un investissement en infrastructure ou un investissement en équipement, c'était beaucoup plus en touchant le comportement et en sensibilisant les populations, surtout dans le monde rural, sur l'intérêt donc de se faire soigner donc dans les délais impartis.
parce qu'un retard de prise de décision peut conduire à la mort, au décès d'une maman, d'un enfant. Donc, c'est là où la question de la sensibilisation prend tout son importance dans cette politique de santé. Et nous sommes déterminés au ministère de la Santé donc, à introduire donc, de nouvelles approches informées en sciences comportementales pour bien entendu infléchir le comportement des populations dans le sens de leur bien-être et dans le sens de la prévention et bien entendu donc de la sauvegarde donc de la bonne santé des populations. Et c'est là où, si je reviens par exemple à la COVID, qui était un exercice important, un exercice très dur que nous avons vécu tous au Maroc et à travers le monde. Donc, la question de la communication était décisive dans la mobilisation des populations autour des objectifs donc, de la réduction et de la prévention donc, contre les risques de COVID. Et si on regarde les chiffres aujourd'hui donc, de la pandémie au Maroc, ce sont des chiffres aujourd'hui qui renseignent sur une victoire écrasante vis-à-vis donc une réponse efficace à travers des mesures et une communication ciblée sur un diagnostic comportemental. Et aujourd'hui, c'est très important d'introduire donc au niveau de nos approches, on est convaincus donc pour introduire au niveau de notre approche et au niveau de notre plan d'action de communication, les diagnostics sur les comportements des populations, parce que c'est important, ça donne un effet de vie important donc, pour ces réformes. Plusieurs pays donc, ont mis en place des institutions et des équipes de nudge pour donner un coup de pouce donc, à cet aspect de comportement, de changement de comportement. Au Maroc également, on est en train de réfléchir avec tous les départements ministériels pour institutionnaliser donc, cet aspect et donner donc, un coup de pouce et infléchir le comportement donc, des populations dans le bon sens. Parfois, comme ça a été dit donc, par mon collègue, parfois donc, il y a des mesures simples, comme le lavage des mains, par exemple. Voilà, comme j'ai dit au départ, comme la prise de décision déjà, qui se base sur un processus déjà donc, de sensibilisation important. Et il y a également, donc, comme on le sait tous, donc les citoyens, donc les différentes franges de la population, plusieurs franges de la population, se basent sur l'émotion et sur l'intuition, beaucoup plus sur l'évidence scientifique et sur la réalité scientifique. Et c'est là où les plans de communication doivent matcher entre l'aspect technique et l'aspect évidence scientifique, mais également toucher l'intuition et l'émotion de personnes pour pouvoir donc infléchir dans le bon sens donc, le comportement des populations. No, thank you very much. It's clear that... Je vous remercie. Il est extrêmement clair, comme nous l'imaginons tous, que l'on a besoin des deux, des stratégies de communication bien ciblées, bien pensées, mais aussi des mesures de santé publique qui sont institutionnalisées au niveau national et que les deux marchent la main dans la main. Donc, merci d'avoir dirigé les efforts du Maroc en ce sens et bravo du succès du Maroc dans sa lutte contre la pandémie. Je me tourne maintenant vers vous, Dr Saavedra. Nous avons posé la question du mandat, des réglementations, des rôles que les gouvernements doivent jouer pour leurs orientations, mais nous avons vu aussi avec la COVID-19 que bien souvent, ces mesures étaient très dures, parfois contre-productives dans la manière dont elles étaient utilisées, mises en œuvre. Quel est l'équilibre adéquat entre des mandats restrictifs et un peu plus de ce qui vient d'être évoqué, les communications stratégiques consensuelles, les programmes de cette nature et autres. Merci à tous. Eh bien, pour commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette plénière pour que nous puissions vous expliquer depuis le gouvernement du Mexique ce que nous faisons. Et nous avons cette réflexion, cette rétro-information sur ce qui se passe lorsque nous parlons de la
lorsque nous avons commencé à parler de la pandémie en 2020, l'un des premiers problèmes a été la question de la mobilité. Nous connaissions le concept de mobilité des populations, mais que la pandémie allait avoir un impact là-dessus, y compris sur la santé, même la santé mentale de la population qui avait l'habitude de se déplacer librement. Le plus important dans ces interventions, tout ce que les pays ont comme objectif en fin de parcours, c'est de sauvegarder la santé de nos familles. L'un de ces éléments, visiblement, pendant la pandémie de Covid-19, a été de se positionner sur tous les éléments. Il y avait des implications économiques, sociales, des thèmes auxquels il fallait faire face, mais nous disions toujours qu'il fallait bien les gérer et que nous arrivions. Mais il faut aussi prendre des mesures en toute connaissance de cause et en écoutant la population. Les communautés, non pas tant du gouvernement et des formulations officielles. Nous voulions qu'il y ait des manières de communiquer. Le monde s'est paralysé, certes. La mobilité s'est réduite à sa plus stricte expression, ce qui était essentiel pour certains l'était moins pour d'autres. Et les gens avaient besoin de manger, ils avaient besoin de travailler pour pouvoir survivre. Il a fallu trouver donc cet équilibre parce que c'était un thème qui n'était pas simplement individuel, mais familial, communautaire, ce qui a été très compliqué pour nous de faire la distinction entre la partie consensuelle et la partie obligatoire. Et il a été très difficile souvent de parvenir à cet équilibre. Dans le cas du Mexique, nous avons écouté tous les secteurs du point de vue de la société, le volet économique, les entrepreneurs, la société civile, les personnes de la rue, comme nous disons. Nous avons écouté les communautés, nous avons essayé de veiller à la sauvegarde de la vie de la population. On a travaillé sur 3 grands défis en matière de communication. Tout d'abord, la population devait disposer d'informations pour pouvoir prendre des décisions pour sa propre santé, les meilleures informations possibles. Comment leur transmettre ces informations du niveau très technique, comme nous parlons dans nos sphères, technique, médecine, santé publique, pour le transférer en une formulation qui soit assimilable par la population courante. Il fallait qu'ils comprennent dans leur propre perception du risque. Ce n'est pas la question de ne pas sortir de la maison, de ne pas bouger, ou bien est-ce qu'il fallait identifier le risque et de voir comment l'atténuer. 4e défi, l'adoption des comportements préventifs pour la réduction du risque de contagion. Bien évidemment, nous devons parler d'autres éléments, au-delà de la santé publique, au-delà de la synergie et de la chirurgie, mais aussi les sciences sociales, les comportements, tous les éléments de la CSC qui devait être mis en application. Et le 5e point, c'était l'infodémie. L'infodémie sur laquelle on a travaillé partout, pas qu'au Mexique. Et une grande quantité d'informations et de désinformations est parvenue à la population pour les doter des capacités de faire la distinction entre les deux. Et je reviens au point numéro 1, l'information sur la santé. Les gens voulaient la transparence en matière d'information. C'est très important. Au Mexique, on a publié les données des cas. C'était des données ouvertes. N'importe qui pouvait y avoir accès. C'est un exemple qui ne se passait pas comme cela jusqu'ici. Pendant la pandémie de 2009 de grippe, ça ne s'est pas passé aussi bien. Les informations devaient permettre de réduire les incertitudes de la population et l'assimilation des connaissances par la population, les mesures préventives que nous recherchions, que nous avons adoptées, tout ceci devait nous aider au niveau de la société civile. Il fallait créer des alliances, comme cela nous a dit notre collègue du Ghana. Il y a un élément important ici, et notre ami du Maroc l'a dit également. Les appuis, les alliances, les unions, des informations sur la supervision des comportements préventifs. L'université de Johns Hopkins et par Facebook, on nous informe de limitations. Il y a des limitations, certes, mais tous ceux qui avaient l'accès à Facebook par le biais de l'Internet pouvaient avoir ces informations, ce qui permettait d'identifier les données et les transmettre aux populations. Au niveau de l'infodémie de manière générale, nous savions que nous avions toujours à gérer les fake news, mais pendant la pandémie, ça a été une catastrophe. Cela portait préjudice à l'ensemble de la population.
les responsables de la gestion de l'information de l'infodémie ont joué un rôle crucial parce qu'il fallait avoir les outils pour la mettre en application des stratégies afin de travailler sur ces éléments de désinformation et de la question du chlore qui se pose beaucoup au Mexique et je suis sûre dans d'autres pays parce que l'information vole à grande vitesse. Les gens prennent du chlore, soi-disant, pour limiter la contagion, ce qui pose, ce qui crée des problèmes énormes au niveau de la santé publique. Donc, au moment de présenter les stratégies, c'est cela que nous faisons. Nous devons avoir de bonnes informations. Nous devons insister sur les changements de comportement. Qu'utilisons-nous? La CSC, sans cet outil de travail, nous ne pourrions pas travailler sur les comportements préventifs pour les populations, ce qui permettrait de les motiver pour qu'ils soient eux-mêmes un outil, un facteur de protection pour éviter la contagion de la COVID-19. Merci. Des exemples très riches expliquant comment au Mexique, vous essayez de faire un équilibre entre les mandats restrictifs et les communications stratégiques par le biais de la perception du risque. Cette perception du risque par les individus, les familles, donner à tout ceci une échelle humaine. C'est ainsi que vous avez choisi de vous orienter malgré tous les défis considérables auxquels vous vous heurtez déjà par ailleurs. Nous avons une collègue qui est avec nous en ligne. Je suis désolée que vous n'ayez pu vous joindre à nous en personne. Elle nous vient d'Égypte. La question pour vous... en Égypte, vous avez eu un certain succès. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez quels sont les facteurs de facilitation qui ont joué un rôle pour la mise en œuvre des stratégies de votre programme de travail, les limites, les facteurs de succès. Nous aimerions beaucoup que vous nous indiquiez ce qu'il en est. Je remercie au modérateur de ce tige. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui. Merci à l'UNICEF de m'avoir convié. C'est une question très importante que vous avez soulevée. Parler du programme national de l'Égypte qui a joué un rôle formidable depuis 2015 et tous les projets nationaux de développement lancés par le gouvernement égyptien en sont la preuve. Avec l'Égypte, vous le savez, est un immense pays avec 104 millions d'habitants, des taux de pauvreté de 29,7%. Et pour ce qui est du changement de comportement et de concentration thématique au niveau de l'ordre du jour national, il concerne avant tout les activités parentales positives, l'autonomisation des femmes, la planification familiale, le développement de communautés de dirigeants et les outils qui ont toujours été utilisés pour ces projets au niveau du dialogue communautaire, au niveau des campagnes nationales ou autres, au niveau des mécanismes de rétro-information, des lignes gratuites de téléphone, comment est-ce que l'on peut transférer fonds, tout ceci, ce sont des projets très importants du gouvernement qui aident à atteindre ces objectifs. Il y a aussi une intervention des médias et des médias sociaux. Depuis 2015, ce qui a particulièrement été efficace, lorsque nous parlons du programme de développement national de l'Égypte, c'est la dimension multidimensionnelle des interventions appliquées depuis 2015 dans la grande majorité des grandes villes. Je voulais préciser que le changement de comportement, le changement des interventions ont été liés à d'autres interventions. Il s'agit donc vraiment de la preuve de l'efficacité de cette approche. J'aimerais vous donner quelques exemples des grands programmes lancés depuis 2015, 2020, des programmes pour des projets pour le développement et la planification familiale sous les auspices du président et du gouvernement, la réduction du taux de fécondité, le ciblage des femmes
de 18 à 45, les plus pauvres dans les communautés de l'Égypte, les 22 gouvernorats, les différentes interventions au niveau du ministère de la Solidarité, du ministère de la Santé et de la Population, le Conseil national pour la femme. Ce que j'aimerais aussi mentionner ici, ce sont les valeurs de ce programme qui sont la démarginalisation économique pour permettre aux femmes d'opérer des programmes de formation pour 2 millions de femmes employées dans les villages eux-mêmes, l'augmentation de l'utilisation des contraceptifs, leur fourniture à titre gratuit, les visites médicales gratuites, l'importance pour des familles peu nombreuses, l'équilibre du panier de la ménagère. J'aimerais également attirer l'attention sur le fait qu'il y a un élément de la campagne de sensibilisation qui met l'accent sur le ciblage, mais aussi qui détermine le changement du comportement. Donc, encourager la scolarisation des enfants, cibler les femmes mariées, cibler les hommes également pour les éduquer. Tout ceci organisé au niveau des villages. Nous avons également préparé des campagnes médiatiques. Donc, c'est un programme à 360 degrés. Tous ces outils reflètent les interventions à 360 degrés pour avoir un impact énorme à tous les niveaux. La numérisation du processus aide énormément, la connexion entre les dotés, les mécanismes de rétro-information aussi. Et le travail aussi au niveau législatif. J'aimerais faire mention d'un autre programme phare ici, la vie décente et les bonnes conditions de vie qui renforcent les filets de protection sociale des villages les plus pauvres en Égypte pour déterminer quelles sont les valeurs. Ceci traite des causes profondes de la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie, de renforcer les capacités du capital humain, développer les infrastructures, améliorer le développement humain, la prestation des services et l'offre de travail à des conditions décentes. Pour certains, l'éducation, le changement de comportement social, le changement en général, l'accès aux produits de première nécessité, l'eau, l'électricité, les services de santé, l'éducation, les limitations de ces facteurs auparavant dépendaient d'une intervention unique. Et l'on transmettait des messages normalisés. Aujourd'hui, on ne se conforme pas tant sur les interventions multisectorielles, mais aussi la promotion des comportements ciblant le changement au niveau même des communautés. Permettez-moi de préciser également que nous travaillons avec le ministère du Plan et le ministère du Développement. Il y a donc un grand nombre d'instances des pouvoirs publics qui travaillent avec nous, le ministère de la Solidarité, le Conseil pour les femmes, pour développer ces campagnes à 360 degrés. Comme je l'ai déjà dit, les médias bénéficient du soutien de la radio, les programmes audio, ce qui permet d'éliminer les goûts d'étranglement tels que la violence contre les femmes, le fait qu'il est important d'avoir des familles peu nombreuses, la participation des femmes au marché de l'emploi, à la population active, car l'Égypte est l'un des pays de la région qui a une forte participation de la femme à la population active. C'est une limite dans beaucoup de pays. Ce qui sera particulièrement positif pour que ces programmes continuent à faire ressentir leur impact, c'est qu'ils doivent générer des évaluations
C'est très important pour mettre en place des politiques fondées sur des éléments probants. Et les ministères du plan et du développement économique, le Conseil national pour les femmes, entre autres, ont lancé un partenariat qui lutte contre la pauvreté à l'échelle nationale. Et j'aimerais également préciser que l'UNICEF est l'un des cofondateurs de ce programme d'impact égyptien pour de l'évaluation des programmes nationaux de développement, pour non seulement trouver des politiques, élaborer des politiques fondées sur des éléments probants, mais aussi trouver d'autres solutions au niveau des partenariats, pendant les urgences, au niveau du secteur privé, au niveau des ONG, autant d'influences cruciales sur la question pour ne pas se limiter à un seul grand programme d'évaluation au niveau public, mais de comprendre les éléments en termes de changement du comportement à tous les niveaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Vous parliez sur plusieurs programmes multisectoriels et c'est difficile de résumer en quelques mots à cause de toutes les plateformes, de tous les intervenants et autres. Donc, merci d'en avoir parlé. Les prochaines interventions seront, je l'espère, un peu plus courtes pour que nous puissions avoir des questions-réponses dans la salle. Docteur Dacosta, une deuxième question pour vous. Dans votre première observation, vous avez parlé de la gestion de la mobilisation de l'ensemble de la société. Pourriez-vous nous dire comment vous avez réussi à travailler avec les communautés et les organisations sociales, en particulier tout réseau dont vous avez assuré la mobilisation et qui reste mobilisé pour des pandémies ultérieures ou des programmes concernant, par exemple, la protection de l'enfance, la violence sexo-spécifique, etc. Je vous remercie. Eh bien, sur la base de notre collaboration avec les OSC, les ONG et autres, nous sommes arrivés à cibler le niveau communautaire au Ghana. Le système est très décentralisé. Nous avons ce que nous appelons un programme de planification de la santé au niveau communautaire, CHIPS pour le sigle anglais. Nous mobilisons des communautés, des intervenants, des parties prenantes de la communauté qui se rassemblent en groupe. Nous parlons de questions, nous trouvons des solutions et dans le cadre de l'exercice, vous verriez que tout ceci se passe au niveau des communautés. Il est possible de prendre ces informations et de parler avec les familles, les foyers, les réseaux, d'éduquer les gens pour qu'ils puissent aussi y arriver. Pour ce qui est des groupes de jeunes, nous avons différents engagements avec eux. Nous avons ce que nous appelons le programme YOL, qui est un programme très prisé au Ghana, où nous tirons parti de la participation des jeunes dans l'intensification, l'élargissement des services, notamment ceux du COVID-19, pour renforcer la productivité des personnes, puis toutes les questions sociales et collectives. Nous avons fait appel à des célébrités au niveau local lorsqu'ils parlent. Bien sûr, ils ont des gens qui les suivent. Il y a des gens qui les entendent, il y a des gens qui les croient. Donc, ils nous aident. Et ces réseaux les bénévoles des communautés nous aident aussi beaucoup, ce qui nous aidera à être très soutenable parce qu'en fin de parcours, tout ceci est intégré dans le programme CHIP, ces systèmes de planification. Avec le renforcement de ces systèmes de planification. Nous utilisons également les forums communautaires lorsque les différents membres du Parlement viennent parler à leurs administrés à tous les niveaux, ce qui s'est révélé être plutôt constructif. Certains
de ses administrés risquent de voter pour le gouvernement, d'autres pour l'opposition. Donc, si on leur parle, on les comprend. Et c'est un exercice qui en vaut la peine. Comme j'ai parlé tout à l'heure des bénévoles des communautés, qui nous ont beaucoup aidés dans nos programmes, que je résumais ici, c'est que la collaboration éco-publique et avec le secteur privé est cruciale parce qu'ils apportent différents niveaux d'engagement et les acteurs du secteur gouvernemental et d'autres ont aussi leur rôle à jouer. Nous voulons combiner les soutiens fournis par tous nos partenaires afin de parvenir à des activités au niveau communautaire, ce qui va vraiment aider. Par ailleurs, nous assurons une co-création de certains des engagements et des cadres de référence pour aider les communautés en dirigeant, en orientant les comportements et en améliorant la prestation de services. Merci de votre concision et d'avoir parlé de tous les intervenants nécessaires pour que ceci se matérialise. Il co-crée certaines de ces solutions avec vous et c'est ce qui fait qu'il y a un engagement avec vous pour l'avenir. Face aux problèmes sociaux, le docteur Ezra, est-ce que nous pourrions vous poser une question de suivi rapide sur votre programme? Est-ce que le docteur Ezra est toujours là? Oui, je suis là. On ne vous entendait plus. Vous avez parlé du rôle de l'évaluation. Ce à quoi se heurtent souvent nos collègues, c'est qu'il est très difficile de modifier, de quantifier les changements de comportement, de communication, de stratégie, et puis deuxièmement, non seulement de réunir, de rassembler les informations pour les améliorer, mais aussi de voir ce qui en ressort. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler d'un des programmes que vous avez évoqué, la manière dont vous avez assuré le suivi du changement? Vous avez utilisé les systèmes d'évaluation et la notion des données. Je vous remercie de ces questions brillantes. J'aimerais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Les comportements sociaux changent et ce n'est pas la tâche facile. C'est pourquoi j'ai mentionné les grands projets d'impact de l'Égypte avec l'aide de l'UNICEF. Il s'agit d'une grande priorité du gouvernement pour générer cette évaluation promise pour la préparation des politiques basées sur les éléments probants. Nous utilisons un système de contrôle aléatoire et randomisé. Le but est que nos interventions se fassent au niveau d'un groupe de contrôle et les groupes des villageois avec des traitements que nous avons et les villageois s'y assujettissent. Et puis après, selon le changement, c'est un processus de long terme, nous devons avoir une option de suivi. Sur le court, moyen et long terme, nous avons 4 scénarios de référence avant l'intervention, un sondage à mi-parcours et un sondage en fin de parcours. Tout ceci est très important pour être compris du point de vue du décideur politique et pour le début du projet et de mettre en place des changements importants. Je pense que ce sont des outils extrêmement utiles pour l'affectation des budgets, notamment. Par ailleurs, le risque d'absence, l'UNICEF est en train d'essayer de préparer des cadres simples de la situation dans un pays donné pour mesurer les privations, les changements de ressources, les droits, les éléments qui caractérisent une personne. Nous y sommes presque, nous sommes sur le point de lancer cette initiative avec l'aide de l'INSQA, de l'Université d'Oxford, mais le projet est couronné de succès et nous avons des comités qui s'occupent des différents sujets thématiques.
le ministère de la Solidarité sociale, le département des statistiques et bien d'autres. Mais c'est très utile car cela permet d'évaluer l'ampleur des grands projets de développement pour les programmes de planification familiale sur la vie des participants. Ça peut être des outils très utiles pour budgétiser l'élaboration des politiques de ciblage parce que cela met en évidence les différences entre les différents groupes. Un autre élément consiste à évaluer l'impact de la chance. Est-ce qu'il y avait le COVID-19 avant? Maintenant, il y a le conflit en Ukraine. Et puis, est-ce que nous devrions mesurer l'impact sur la santé, sur le bien-être, ce qui nous donnera une option de base pour mesurer ce qui se sera produit ou non? Pour ce qui est des ODD, pour ce qui est de la vision 2030, le VLR, lorsqu'il s'agit des données et de la perspective à court, moyen et long terme, c'est ce qui nous permet plus facilement de suivre le processus, mais aussi d'estimer son impact. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce qui ressort, c'est vraiment la richesse de toute la réflexion dès le départ et la façon dont vous avez essayé de choisir des jalons pour mesurer vos progrès. Vous l'avez décidé dès le début avec un grand nombre de partenaires autour de la table. Alors, merci. Quelques questions avant de passer la parole au public. Monsieur Belmadani, est-ce que très rapidement, vous pourriez nous dire quelques mots sur la question du financement pour la communication autour du changement social et comportemental? C'est l'un des domaines qui, d'après certains ici, est le plus faiblement financé, dispose le moins de ressources. Quels conseils auriez-vous à donner aux praticiens qui travaillent dans ce domaine pour réussir à mobiliser davantage de ressources pour la CCSC et comment les gouvernements, ministère de la Santé, ministère des Finances et autres ministères, peuvent-ils mieux nous soutenir, vous soutenir, sachant que l'engagement politique est extrêmement important pour la CCSC. Quels conseils donneriez-vous? Effectivement, la question du financement, elle est centrale, elle est très importante. Mais je pense qu'aujourd'hui, donc, on doit changer de paradigme en termes de financement. Ce n'est pas des financements donc, à chercher dans chaque secteur pris séparément. C'est des financements qui doivent être mutualisés parce que les actions donc, de communication et les actions de changement de comportement, de sensibilisation pour le changement de comportement ont des aspects qui sont multifacettes. Et donc, c'est là où la complémentarité et la coordination entre les différents départements ministériels, entre les différents départements, au sein du gouvernement, entre le gouvernement et la société civile, avec également donc l'appui de la coopération internationale. Donc, c'est des financements à mutualiser, tout en axant notre approche sur l'atteinte des résultats. Certes, la question du financement, elle est importante, mais on doit l'axer dans le cadre d'une approche axée sur le résultat. Pour être efficace et être efficient en termes d'atteinte des résultats, on doit bien entendu atteindre les objectifs en optimisant le coût. Et on ne peut optimiser les coûts qu'à travers donc, des mutualisations, qu'à travers parfois des programmes transverses. Je donne un exemple. Au Maroc, on a des politiques sectorielles donc qui ont leur propre budget, qui travaillent selon leur plan d'action, mais nous avons également des politiques transverses. Nous avons l'Initiative nationale de développement humain, qui se charge qui est un programme transverse pour aujourd'hui, donc il est dans sa 3e phase, donc qui concerne donc l'appui aux secteurs sociaux de la santé et de l'éducation. Il vient en accompagnement de toutes les actions qui sont faites par les différents départements ministériels pour bien entendu donner cet effet de levier
donc, aux stratégies sectorielles. Nous avons lancé, donc le gouvernement a lancé un programme donc, de réduction de disparités sociales et territoriales dans le monde rural, qui vient également combler donc, les déficits et les différents déficits qui peuvent être qui peuvent apparaître lors de la mise en place des stratégies sectorielles. Nous avons également donc aujourd'hui donc un chantier d'envergure lancé par Sa Majesté le Roi, qui est la généralisation de la protection sociale avec un premier donc avec un axe qui concerne la généralisation de la couverture médicale, et donc c'est des financements qui ont été optimisés, d'accord, à travers donc une gestion financière efficace entre les différents sources de financement du gouvernement, bien entendu avec un aspect contributif des populations qui ont la capacité contributive. Et c'est là où l'action de communication elle est importante, parce que la question qui se pose, c'est comment ramener des gens qui n'avaient pas de couverture médicale à cotiser déjà pour avoir cette couverture médicale. C'est là où le diagnostic du comportement de la population et de la spécificité de cette population concernée est important pour cibler les actions de communication. Aujourd'hui, donc, si on prend un artisan, un agriculteur, on doit adapter le langage, la communication, pour bien entendu donc, changer le comportement de cet individu pour aller cotiser en fonction de sa spécificité. Par exemple, pour un fonctionnaire, il a un salaire mensuel, donc on peut avoir la cotisation de façon mensuelle. À titre d'exemple, pour un travailleur non salarié, quelqu'un qui exerce une profession libérale, il n'a pas de salaire mensuel, par exemple. Et c'est là où les changements de comportement, la communication, par exemple, peut être bien entendu adaptée pour inciter ces gens à contribuer à ce programme social important et aménager la politique publique en fonction de la spécificité de ces populations. Je pense, certes, donc je réitère donc ma conviction, c'est que les ressources financières sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes, et on peut trouver, bien entendu, en mutualisant les efforts de tous les partenaires, donc plusieurs marges financières qui peuvent, bien entendu, donc contribuer à cette politique de changement de comportement social et de communication autour de ces aspects. No, I think, and that leads very nicely to our... Oui, absolument. Ça rejoint absolument ma question suivante. La question du financement, finalement, ça n'est pas la responsabilité d'une seule entité ou d'une seule population. Si c'est lié à quelque chose qui est inhérent au résultat positif, qui est étroitement lié au résultat positif, eh bien, dans ce cas-là, c'est notre responsabilité collective de participer, que ce soit la société elle-même, l'ensemble des ministères, pas seulement le ministère de la Santé ou le ministère de la Finance, des Finances, mais vous avez donné de très bons exemples de programmes transversaux au Maroc qui ont vraiment intégré cette idée de changement social et comportemental et qui l'ont vraiment adopté au cœur de leur prise de décision. Je vous remercie beaucoup. Alors peut-être une dernière question. On parle de coordination multisectorielle, de communication multisectorielle, de données probantes issues des sciences comportementales. De votre propre expérience, Dr Saavedra, qu'est-ce qui est nécessaire pour que des mécanismes de coordination soient efficaces? Quels sont les facteurs favorisants de votre expérience? Qu'est-ce qui fonctionne? Merci beaucoup. Des questions très intéressantes. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du Ghana, du Maroc et d'Égypte. Le travail transverse est très important si on veut donner une réponse aux différentes questions en matière de santé publique, et la communication en fait partie. Bien entendu, il y a des influences mutuelles. Certes, pour le gouvernement, les budgets sont bien souvent les questions les plus difficiles, et nos priorités ne sont pas toujours les mêmes que celles des personnes qui gèrent les cordons de la bourse. Donc, il faut bien arriver à concilier nos points de vue et nos intérêts.
Qu'est-ce qui a bien fonctionné au Mexique? Et ce sont des leçons apprises suite à la pandémie. Je pense que ça s'applique à tous les systèmes de santé de par le monde. Nous devons travailler de façon beaucoup plus coordonnée, collaborative. Les ressources sont limitées et ne sont jamais suffisantes pour donner réponse à ces besoins. Ça, c'est un point à améliorer. Et par ailleurs, la question de la communication. Nous avions l'habitude de travailler autour de la communication, des changements de comportement en temps de paix, lorsque on savait quoi s'attendre, mais en temps de crise, en temps de pandémie, nous avons un scénario complètement différent. Il faut travailler sur ces deux scénarios. Et c'est la spécificité du Mexique. Les aspects budgétaires, compter une ligne de crise. On avait une ligne pour tout ce qui était régulier, la maternité, la santé, etc. Mais en temps de crise, on n'avait pas le budget nécessaire. On n'avait pas cette ligne consacrée à la réponse des crises. Et c'est fondamental de travailler de façon transverse avec les ONG, la société civile, les organisations internationales qui nous ont tant soutenus, notamment l'OMS autour de la communication des risques, mais également l'UNICEF lorsqu'on parle d'autres questions qui nous concernent et qui ont trait également au changement de comportement. Et ces alliances, ces malentendus nous aident à renforcer nos niveaux, notre capacité de travail, aussi bien au niveau national que régional. Mais il y a également besoin de ressources spécifiques pour la santé, et ça, c'est important. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'à l'intérieur des ministères, au niveau du secrétariat de santé, nous devons forcément collaborer. Il y a forcément des domaines où il y a plus de ressources en matière de santé publique, mais parfois, ils n'ont pas cette dimension de communication, de changement de comportement. Et ils nous laissent cela à nous, le domaine de la promotion de la santé, mais ils n'investissent pas. Ils n'investissent que pour les grands hôpitaux, les médicaments, les vaccins, les grandes interventions qui sont visibles pour le public général, mais l'investissement en matière de communication pour le changement de comportement n'est pas très sexy, n'est pas très intéressant. Donc, il faut que même à l'intérieur des ministères de la Santé, les budgets pour la communication soient conséquents. Et en termes de scénarios, j'ai fait référence aux différentes possibilités, un scénario pour les temps réguliers, les temps des crises par ailleurs, mais ensuite il y a des dimensions, par exemple la surveillance épidémiologique. Lorsqu'on a des informations, par exemple en termes d'épidémiologie, il faut que cela soit traduit pour que ce soit compris par la population générale. Parlons du lavage des mains. Parfois, ce n'est pas si simple dans des zones rurales où l'accès à l'eau est difficile. Donc, il faut aussi traduire tout cela en une réalité qui soit compréhensible et faisable pour la population. Et suite aux leçons apprises de la pandémie, nous avons créé un groupe de travail appelé Incident en matière de santé publique. C'est une leçon apprise de la pandémie et nous avons dans ce groupe de travail donc une dimension de communication qui est une dimension transverse. C'est une leçon apprise de la pandémie qui nous a permis de monter en grade maintenant en termes d'intervention sur le terrain et de gestion des services. Nous avons un rôle prépondérant. En outre, il faut savoir que la communication doit être adaptée. Nous avons renforcé, par exemple, dans le domaine de la promotion de la santé, un domaine qui est celui du laboratoire de communication des risques. Et qu'est-ce qu'il fait, ce laboratoire? Alors, dans l'équipe de travail qui travaille en communication, nous avons une formation multidisciplinaire, des responsables de communication, des dessinateurs graphiques, des épidémiologues, des médecins, etc. Et nous avons donc une compétence en intelligence de la santé qui nous permet d'analyser les informations et de la traduire pour qu'elles soient comprises par la population et ainsi incider un changement auprès de la population générale. Ce n'est pas facile, je ne vous dis pas le contraire, mais sur la base d'une analyse, sur la base d'un suivi, nous pouvons élaborer des stratégies qui pourraient être ensuite implémentées en bénéfice de tous. Et cela n'a pas été fait de façon isolée. Nous avons compté avec un soutien des organisations internationales
tel que l'UNICEF, l'OMS avec les offices régionaux, l'Organisation panaméricaine de la santé, bien entendu, pour pouvoir donner une réponse à ce besoin. Le processus peut sembler intéressant, mais avec des ressources limitées, cela n'était pas facile et donc il faut utiliser les ressources là où elles sont. Merci beaucoup. No, thank you very much, Dr. Saavedra, Dr. Belmadani, and Dr. Da Costa. Thank you so much. Eh bien, un grand merci, Monsieur Belmadani, Dr. Saavedra et Dr. Da Costa. Alors, cet échange est extrêmement enrichissant. Peut-être y a-t-il des questions maintenant dans la salle. Vous pouvez peut-être allumer la lumière pour qu'on voit un peu mieux les mains levées. Je vois quelques mains levées. Alors, je pense que des hôtes et hôtesses avec des micros sont en train de circuler. Dr. Mohamed Val, I'm from Mauritania. First of all, Bonjour à tous, je suis Dr. Mohamed Val, je viens de Mauritanie. Avant toute chose, je souhaite féliciter Monsieur le ministre du Maroc pour la victoire de votre pays au match d'hier. Félicitations. J'ai une question assez générale. Quel type d'approche, quel type d'engagement, ce type de sommet peut-il permettre et ajouter dans la relation qui lie le secteur public au secteur privé ou plutôt entre les ONG? Et voilà, je vous remercie. C'était ma question. Alors, ce que je propose, c'est qu'on prenne 3-4 questions et qu'ensuite on se tâche de répondre. Bonjour, je suis Rajiv de New Delhi, India, en Inde. Je travaille sur... je suis en fait pédiatre social. Je travaille sur les taux qui concernent toutes les questions infantiles. J'entendais le ministre de la Santé qui disait que très peu de vos initiatives touchent les enfants et touchent la question des violences envers les enfants, ce qui est un problème massif, considérable, et même l'OMS le dit, que la violence contre les enfants doit faire l'objet de stratégies à large échelle avec une lutte contre les maladies infantiles et les expériences néfastes des enfants. Comment travaillons-nous ensemble pour la santé, la protection et le développement? C'est essentiel, mais particulièrement dans certains pays plus que dans d'autres. Voilà, je vous remercie. Et les pays à faible revenu. Une autre question? Il y a une main levée ici. Merci, je m'appelle Hadir, je travaille à l'UNICEF. Je suis responsable du bureau irakien de changement social et comportemental. Ma question porte sur les travaux multisectoriels. En général, les ministères travaillent vraiment en vase clos. Chacun est sur ses plans, sa mise en œuvre, ses projets. Et donc, lorsque l'on a un plan multisectoriel, comme nos stratégies et nos plans d'action que l'on évoque aujourd'hui, comment veiller à ce qu'il y ait une cohérence dans la mise en œuvre de ces plans d'action, dans le reporting également? Comment veiller à ce que l'ensemble des entités soient constamment briefées sur l'évolution des résultats et des processus dans l'ensemble du projet? Merci. Pardon, je n'ai pas remercié la Dr. Razik de sa contribution pendant la discussion. C'était formidable, merci. Une question concernant le secteur public et le secteur privé, une concernant la violence contre les enfants. Encore que nous avons eu d'excellents exemples du Dr. Razik sur la manière dont il travaille sur cette question. Sur quoi souhaiteriez-vous répondre, Dr. Da Costa? Je vous remercie. Je vais parler de la participation des enfants. Au Ghana, certains des programmes ciblés que nous avons se concentrent sur l'enfance. Nous avons des programmes de santé à l'école, où nous ciblons précisément les enfants scolarisés. Vous vous souvenez tous du Capitaine Planète. Si vous connaissez le Capitaine Planète, levez la main. Au Ghana, nous avons notre propre version du Capitaine Planète, qui est le Kofi Commando. Et ce Kofi Commando, c'est un personnage de bande dessinée. Les enfants apprennent avec lui les protocoles de sécurité et s'en servent même pour encourager les membres de leur famille, leurs collègues à l'école, à se faire vacciner, par exemple. Notre programme de vaccination inclut les 15 ans et plus.
Et nous travaillons avec les ONG, les OSC, l'UNICEF, par exemple. Il y a des secteurs où on travaille avec les enfants, avec des interventions très ciblées, y compris la violence contre les enfants et contre les femmes. Merci. Docteur Rezib, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question? Vous avez parlé du travail avec la santé et avec tous ces secteurs contre la violence contre les enfants. Et on a dit que c'est quelque chose maintenant qui a une proportion de crise. Pourriez-vous nous en dire davantage? Je vous remercie. Oui, j'aimerais beaucoup vous en parler. C'est bien d'avoir toutes ces instances ministérielles qui travaillent ensemble. Un de mes collègues de l'UNICEF vient de le dire. Au début, ça a l'air très, très compliqué, et ça l'est. L'un des ministères a pour un plan d'action comme mandat. Nous avons un comité national qui comprend toutes les instances ministérielles avec leurs plans, leurs programmes, leurs chronogrammes, et ils sont membres du comité national qui planifie toutes ces activités. Par exemple, il y a un programme pour la planification familiale et la santé reproductive, et puis il y a des instances ministérielles, infraministérielles, des programmes d'action qui assurent le suivi. Ils se réunissent une fois par mois pour parler des goulots d'étranglement, de la manière dont ces interventions peuvent fonctionner. Il y a quelque chose qui mérite d'être mentionné en particulier, et ce n'est pas simplement en Égypte, mais nous avons commencé ces programmes phares en combinant les différentes interventions. Pendant la COP27, nous avons lancé un programme Sud-Sud. Nous procédons à des échanges sur les expériences de nos expériences respectives, et nous voulons travailler avec différents pays, l'ensemble du continent, autant que faire se peut, l'Afrique. Donc, il s'agit de rapports, suivi, évaluation. Donc, s'il y a une démarginalisation économique, c'est un élément de solidarité économique. Nous faisons rapport sur l'évaluation de processus au comité. Tous les mois, ils se réunissent également pour évoquer quelles sont les difficultés, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour surmonter ces problèmes. Je vous remercie. Voulez-vous parler brièvement, parce que vous en avez déjà parlé, de cette coordination? La question est de savoir vraiment comment est-ce que cela se matérialise, comment est-ce que les gens se sentent impliqués, comment arrivez-vous à matérialiser cette implication à votre niveau? Merci. C'est une information très importante. Comment assurons-nous la collection des éléments intersectoriels, multisectoriels? Tout d'abord, il faut un point de concentration du travail entre les différentes institutions. Le travail intersectoriel a des éléments qui n'ont pas toujours le même objectif. Et puis, nous avons des éléments sur lesquels nous sommes d'accord. Donc, dans le cadre de ce travail, comme l'a dit le docteur Dacosta sur les questions de la santé des enfants, nous identifions les processus auxquels nous pouvons participer, et chacun dans son domaine de compétences. C'est important. Il y a un élément de salut de santé dans toutes les politiques. Il faut identifier les éléments auxquels il faut prêter attention pour y travailler de manière plus spécifique. Au Mexique, pour l'enfance, et j'aime parler de la question de l'enfance parce que c'est un thème absolument fondamental, comme on l'a déjà dit. C'est un travail intersectoriel très vaste qui s'est connu, CIPINA, c'est le sigle espagnol, mais il y a une vingtaine d'institutions gouvernementales pour la promotion des enfants des deux sexes au Mexique en matière d'éducation, de sécurité, et pour chaque élément identifié, chaque domaine de compétences, on détermine quels sont les objectifs stratégiques et l'on va y ajouter la question du budget
mais c'est pour chacun des sujets. Et puis, les questions de transparence sont incluses parce qu'ils font de vastes plans qui vont jusqu'au niveau présidentiel afin de pouvoir réagir face à ces éléments. Et il y a un budget, un domaine budgétaire qui intervient, une dimension, pardon, budgétaire qui intervient, et il faut pouvoir travailler dans ce sens. Et dans tout ce contexte, il ne s'agit pas simplement de l'éducation, de la santé, mais il y a des thèmes de communication, des thèmes de changement de comportement, ce qu'il faut faire à la population, surtout la population des enfants. On parle de la violence, c'est vrai, de la COVID-19. Oui, on a bien vu l'augmentation de la violence au sein des familles pendant la COVID-19 parce que les gens étaient les uns sur les autres. C'était très difficile parce que les agresseurs se trouvaient au même endroit que les victimes. Donc, à cause de la COVID, on a dû revoir ce problème de la violence contre les enfants. Donc, nous avons encore plus de temps si nous voulons identifier tous les éléments de ce très vaste sujet et de cette question de l'intégration du domaine santé dans toutes les politiques. Docteur Belnamadeni, voudriez-vous ajouter quelque chose sur ce qui concerne la relation entre le secteur public et le secteur privé pour la santé? Vous avez évoqué la manière dont la société civile et le secteur public travaillent très étroitement ensemble. Ou y a-t-il d'autres exemples que vous aimeriez nous donner? Merci. Je veux d'abord remercier notre ami de la Mauritanie pour ses félicitations. Et je veux dire qu'un changement comportemental a été introduit dans cette équipe du Maroc. C'est ça ce qui lui a permis d'atteindre ce niveau. Donc, je pense que les questions aujourd'hui, donc si on a une recommandation donc à prendre, donc à tirer donc des travaux de ce sommet international de haut niveau, c'est d'abord de renforcer donc le travail, c'est d'accepter la diversité. La diversité, la thématique, c'est la force de la diversité. Et la diversité existe également au sein du gouvernement, au sein des différents départements. Je pense que c'est une bonne chose de renforcer le travail de chaque secteur, mais le plus important, c'est de créer une entité donc, centrale qui coordonne le travail donc, de ces différentes entités, parce qu'il y a une expertise au niveau public, au niveau de chaque département. Il y a une expertise également au niveau du secteur privé qu'il va falloir tirer profit. Donc, également, je pense que sur ce point-là, le changement de comportement, de changement donc, de sensibilisation vers le domaine de la SBC, donc je pense qu'il va falloir créer, et ça a été fait dans plusieurs pays, créer une entité qui coordonne le travail sur le plan communicationnel, sur le plan comportemental, qui fait appel aux expertises qui existent au niveau des différents départements. Qui ont fait une riposte réussie à la COVID, c'est cette complémentarité, c'est cette diversité, parce que chacun ramène son expertise, mais il va falloir coordonner tout ça et l'institutionnaliser. Il faut l'institutionnaliser, donc des entités qui sont chargées de ces aspects de communication sur le changement de comportement. Il faut les institutionnaliser et leur donner un mandat avec des objectifs bien définis pour, bien entendu, pouvoir atteindre les objectifs, parce que les résultats et les impacts sont énormes. On peut, comme ça a été dit par notre ami du Mexique, sur le ministère de la Santé, vous avez plusieurs financements qui sont accordés aux investissements. C'est énorme, mais on ne peut pas atteindre l'impact de ces financements si on ne les matche pas avec bien entendu, une communication ciblée pour permettre aux différents individus, aux citoyens, aux différentes populations d'en tirer profit. Voilà.
I don't think we can end on a bad Écoutez, je ne crois pas que nous puissions mieux terminer que de revenir sur cette grande question de la conférence qui est la diversité. Je redonne la parole à notre organisateur qui va clore la séance. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ça a été vraiment une discussion fascinante par notre panel et notre animatrice. Aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de choses sur l'importance du rôle du secteur privé et du secteur public, le leadership du secteur public, de réfléchir d'une manière originale. Nous vivons, je l'espère, maintenant dans un monde post-Covid où la COVID-19 nous a bien expliqué les enseignements à tirer d'une pandémie et de ses conséquences à tous les niveaux. Il faut prendre ces enseignements, les incorporer pour aller de l'avant en partenariat réel avec le leadership du secteur public et l'intégration des ONG, des OSC et des autres organisations et du secteur privé. Il y a bien des points à tirer de la réunion d'aujourd'hui. J'espère que vous en aurez tiré quelques enseignements et les grandes tendances qui se profilent pour l'avenir. Mesdames et messieurs, remercions encore une fois notre éminent panel, notre modératrice de son excellente séance. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Et alors que vous partez, pensez à certaines des choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Un grand nombre de nos intervenants ont parlé de l'importance de cette collaboration, de cet engagement multisectoriel, alors que nous intégrons davantage le changement comportemental et social à tous les niveaux, dans toutes les plateformes. Continuons maintenant, pensons à ces enseignements et réfléchissons à ce que disent les membres de notre panel. Passez une excellente fin de journée.